Bonjour Loïc Penn. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes en direct de l'hôpital de Creil, vous sortez d'une permanence de 24 heures, donc vous êtes évidemment fatigué, éreinté, mais vous acceptez de répondre à nos questions. Encore une fois, merci. Quelle est la situation en ce moment même à l'hôpital de Creil? Eh bien, je crois qu'elle ressemble à ce qui se passe un peu partout, hein. On n'a pas encore la même situation qu'en mars, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de malades, mais par contre, on a beaucoup plus de malades que les semaines qui viennent de passer. Et déjà, on se retrouve en tension sur nos capacités d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on a plus de place. On a là, a priori, environ une trentaine de patients Covid, dont la moitié en réanimation. Donc, on arrive déjà à la saturation des places libres, puisque on n'a pas arrêté nos autres activités. Depuis hier, il y a un passage national en plan blanc. Il se décline naturellement dans tous les hôpitaux et donc le nôtre. Donc, on va devoir déprogrammer certaines activités, certaines opérations jugées non urgentes. On ne veut pas, personne d'ailleurs ne veut déprogrammer aussi lourdement qu'on a pu le faire durant la première phase de ce Covid, parce que ça a des conséquences, hein. Et on l'a mesuré au déconfinement, puisqu'on avait retrouvé des patients qui étaient altérés, qui s'étaient dégradés. Donc on ne veut pas retrouver cette situation, mais néanmoins, on est poussé là déjà à déprogrammer le plus déprogrammable pour pouvoir accueillir des gens. Il faut bien comprendre qu'il y a certaines opérations qui pourraient nécessiter une place de réanimation. Or, on n'a pas de place de réanimation disponible. Et donc, on ne programme pas ces opérations parce que le risque est trop grand de se retrouver avec des patients qu'on ne pourrait pas ensuite prendre dans de bonnes conditions. Comment en est-on arrivé là? Alors, on est arrivé là, les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est un petit peu ce qu'on avait dit lors de la première vague de ce Covid. On a une politique nationale de santé qui est désastreuse depuis des années, avec un affaiblissement extrêmement sensible de l'hôpital public dans ses capacités d'hospitalisation, puisqu'on a perdu, on a répété ce chiffre à l'envi, mais c'est bien de l'avoir en tête, 100 000 lits en 20 ans, c'est-à-dire 20% de nos capacités hospitalières, et ça a continué ces dernières années, hein. On a perdu aussi des milliers depuis l'arrivée du nouveau président de la République. Alors, j'ai entendu dire oui, mais on va pas modifier les capacités hospitalières en l'espace de quelques mois. Alors déjà, il y a quand même des choses à faire. On peut embaucher des agents hospitaliers, dont la formation est très rapide et qui soulagent une partie des tâches de manutention, mais le personnel soignant pouvait embaucher des gens pour travailler dans les secrétariats, qui ont été bien attaqués ces dernières années, pouvait aussi la soulager les soignants des tâches administratives, qui ont pris un poids extrêmement lourd dans l'hôpital. Et puis, je trouve que c'est facile de nous expliquer ça. C'est pas en 4 mois qu'on change les choses. Et par contre, c'est vrai que vu le travail qui s'est fait pendant des dizaines d'années pour les détruire, c'est vrai que c'est compliqué de changer en 4 mois. Et c'est pas normal. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça gonflé, voilà, plus que gonflé, de nous expliquer, enfin de s'exonérer un petit peu de la chose. Notre président de la République aujourd'hui, Emmanuel Macron, était déjà le rapporteur de la commission Attali sous Sarkozy, qui expliquait qu'il fallait attaquer les ressources de la sécurité sociale et les transférer sur la CSG. Hein, d'ailleurs, la France, c'est ce programme qu'il a appliqué quand il est arrivé au pouvoir avec l'augmentation de la CSG et RTT. C'était ensuite toujours lui qui était secrétaire général de l'Élysée sous Hollande, enfin ministre sous Hollande, et on a vu toutes les attaques qu'on a subies à l'hôpital durant la période Sarkozy et la période de Hollande aussi. Et puis c'est encore lui désormais comme président qui applique la même politique néolibérale, pardon, de casse de l'hôpital public. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur à entendre, hein, de voir quelqu'un qui finalement dit bah c'est pas moi, c'est comme ça depuis des années. Non, il est là depuis des années. C'est pas la fin de 3 jours quand même. Et par ailleurs, ça correspond aussi à cette provocation que vous avez fait il y a quelques semaines en allant visiter un hôpital parisien et devant la colère des soignants, il leur avait expliqué mais c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Les organisations, ça fait moult fois qu'on en change, on a toujours la même problématique parce que c'est un problème de capacité d'hospitalisation, de nombre de lits, de nombre de personnel. Et parmi les autres choses qu'il y avait à faire dans les 4 mois qui viennent de passer, plutôt que de faire un Ségur au rabais, et on ne crache pas sur les augmentations de salaire, particulièrement pour le paramédical qu'on avait largement besoin, mais un véritable choc d'attractivité, c'est-à-dire pas
l'aumône qui a été faite aux paramédicaux, mais une véritable augmentation de salaire en reconnaissance des qualifications, des conditions de travail différentes. C'était aussi un message à lancer aux dizaines de milliers de soignants qui ont quitté l'hôpital public ces dernières années, parce que c'est eux qu'il faut tout de suite aller rattraper pendant qu'on lance un grand plan de recrutement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux, parce que là encore, on aurait pu le faire dès juin, augmenter le nombre de médecins formés en France, juste un décret, 1000 de plus, 1000 de plus, ça n'a pas été fait. Il faut arrêter de prendre parce que cette épidémie est difficile, elle sera sûrement pas la seule dans l'avenir. On va pas revenir sur toutes les zoonoses et on doit nous réarmer pour prendre en charge la santé publique, tout simplement. Alors, montée en puissance des cas de Covid. On a des questions, beaucoup de monde qui nous suivent. Merci beaucoup. En ce moment, une question de Julie qui demande quelles sont les conséquences du Covid et quelles sont les mesures de prise en charge et de soins, les signes qui doivent t'amener à consulter. On le voit, il y a encore des questions de base qui se posent face à la maladie. Oui, j'avoue que je suis un peu surpris parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle. Le Covid, c'est une maladie compliquée parce que finalement, l'expression de cette maladie n'est pas la même du tout suivant les patients. Bon, la plupart des gens jeunes sans problème de santé majeur font des formes mineures, voire asymptomatiques. On a quand même, aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 50%. Ce qui doit inciter à consulter à l'hôpital, parce que après, il y a des médecins de ville quand même qui sont le premier recours, qui doivent le rester. Ils sont pas assez nombreux, mais enfin ils se donnent tout autant qu'à l'hôpital. Et donc ce qui doit se consulter, voilà, si ça est pour la roule, ça peut aller tranquillement chez le médecin de ville avec toutes les précautions d'usage. Là où on doit venir à l'hôpital, c'est quand on commence à avoir des troubles respiratoires, des respirer, des oppressions thoraciques, voilà, des essoufflements au moindre effort. C'est surtout ça qui fait la difficulté de la maladie. Mais les gens le sentent. C'est très honnêtement, on a quand même une situation quand on voit arriver ce type de patients, ils savent même que c'est urgent. Donc, faut voilà garder le bon sens finalement. Et puis, si on s'est trompé et qu'on est allé voir son médecin généraliste alors qu'on a une forme c'est grave, c'est aussi nous réorienter directement le patient sur l'hôpital. Heureusement, d'ailleurs, je pense. Alors, vous avez entendu évidemment les mesures annoncées de confinement, un confinement national, mais un confinement allégé d'une certaine façon. Est-ce que, selon vous, ces mesures sont de nature à endiguer la pandémie ? Non, c'est pas la première fois qu'on fait un live de ce type. J'ai jamais annoncé des choses que je savais pas, et là encore, je peux la dire là. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui qu'on va arriver, on est en train de le vivre, ça va continuer, à une situation où de nouveau, nos capacités hospitalières ne peuvent plus répondre à la progression de la pandémie. Bon. Donc il faut faire quelque chose. On a tenté le couvre-feu, la dernière fois, on a fait un live à ce moment-là, j'avais dit que je ne pouvais pas, très honnêtement, m'élever contre cette mesure. Elle me semble discutable, critiquable, mais à un moment donné, on sait qu'on va être obligé de diminuer les contacts physiques entre les gens pour limiter la propagation de ce virus. Donc le couvre-feu est un moyen, sûrement pas le plus adapté, mais c'était ce qu'ils avaient fait. Ça n'a même pas eu le temps de montrer son efficacité ou son inefficacité, puisque la montée des cas de Covid, des malades Covid, c'est pas tous les tests, c'est des gens malades qui arrivent dans les hôpitaux, qui savent qu'on était déjà nous à cette situation. Cette montée des cas de Covid a incité ce gouvernement à prendre des mesures plus importantes de distanciation physique. Voilà. Après, leur choix, c'est un confinement, version compliquée quand même, parce qu'on a du mal à y comprendre quelque chose, faut être honnête. Comme c'est toujours pas des choses simples, mais en gros, on le sent bien. Ils veulent diminuer les contacts physiques, et ça, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée, parce que voilà, ça va trop vite. Dans le même temps, ils ne veulent pas que le pays se mette à l'arrêt pour des raisons économiques. Alors, on peut discuter sur le fait qu'il y a des raisons avouables, de permettre à tous les gens de ne pas être en difficulté et éviter le chômage, ou permettre de maintenir les ressources des actionnaires. On pourra tout discuter, mais de toute façon, limiter les contacts, c'est impératif. Donc là, ils font ce choix-là, d'un confinement où finalement c'est
c'est la vie de loisir, c'est la vie de famille qui va être touchée. Alors sans jugement de valeur, sur le plan juste épidémiologique, c'est déjà ça. C'est-à-dire que si on limite des contacts, c'est déjà ça. Après, on peut toujours discuter, est-ce que c'était ça qu'il fallait toucher ou autre chose? Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est que il y a une utilité aux mesures. Voilà. Et je peux pas être, je pense, suspect d'être un grand soutien d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais il est évident qu'il faut limiter les contagions parce qu'on ne pourra pas subir une vague euh, de beaucoup plus forte ampleur que ce qu'on vit actuellement. On va être en vraie difficulté. Après, voilà, les écoles sont maintenues et il y a des contaminations fortes au lycée qui aura un protocole sanitaire renforcé. Il y a quelques profs qui doivent quand même s'inquiéter parce que on a vu ce que ça donnait déjà sur la rentrée après le confinement. Les protocoles, il n'y en avait pas vraiment. C'est parfois une vue de l'esprit quand on connaît les locaux de certains lycées, la capacité, parce qu'on dit qu'il faudra nettoyer, mais qui va nettoyer? Certainement pas les profs entre deux classes où ils ont 2 minutes. Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place et on est plus parfois dans l'incantation que dans les choses très pratiques. Mais néanmoins, voilà, on est arrivé à cette situation de confinement parce que c'est toujours le problème. La santé en France, l'hôpital public en particulier, ne sont plus capables de gérer une épidémie de ce type. C'est aussi simple que ça parce que déjà, quand il n'y a pas d'épidémie, ben, voilà, c'est des choses qu'on a connues depuis des années. Toutes les périodes de vacances, tous les longs week-ends, toutes les périodes épidémiques de type grippe, on est débordé déjà. On est déjà débordé. Là, on est débordé plus tôt. L'habitude, c'est plutôt fin décembre, début janvier, février. Là, c'est mal. Et le croisement des épidémies thermales et du Covid peut être redoutable. Donc, d'ailleurs, on incite tout le monde pour ceux qui trouveront le vaccin, parce que là encore, c'est pas considéré par la pénurie, mais à se faire vacciner pour la grippe, évidemment. Alors, toujours beaucoup de commentaires de soutien à votre action, à l'action des médecins. Et une précision demandée. Je n'entends pas très bien. Je dis beaucoup de messages de soutien, en particulier pour vous et pour tous les médecins et l'action des médecins et des personnels hospitaliers aujourd'hui. Et on a Julie Cerise qui demande de préciser la question des lésions à long terme. Quelles sont les lésions connues à long terme du Covid-19 ? Pour l'instant, on sait pas bien. On sait qu'en fait, il y a des conséquences et des séquelles sur les gens qui sont passés en réanimation après des formes graves. Ça, oui, on en a quelques-uns. Pour ceux qui font des formes plus modérées, même s'ils ont été hospitalisés d'ailleurs, l'oxygénothérapie n'est pas allée beaucoup plus loin que ça dans la prise en charge. Finalement, se sont guéris tout seuls. On n'a pas grand-chose. Et dans les formes asymptomatiques, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Alors, là encore, c'est des choses qu'on a déjà dit, ce virus, il n'a pas un an. Il n'a pas un an. Et donc, le recul qu'on a sur ce virus, il est celui de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. C'est-à-dire qu'on va le prendre pour les Indes encore un petit moment. On a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure. On a bien avancé sur la façon de gérer les complications de ce virus. Par rapport à mars, ça, voilà, on a un gros travail qui a été fait par les chercheurs, par des médecins de l'équipe médicale qui ont fait des études et des recherches et des constats cliniques. Donc, les gens qui sont aujourd'hui en réanimation ont beaucoup plus de chances qu'en mars, puisqu'on s'est mieux traité la phase inflammatoire, on utilise la corticothérapie qu'on avait du mal à utiliser au début parce qu'on pensait que ça pouvait l'aggraver. On utilise surtout les anticoagulants parce qu'il y a beaucoup de complications anticoagulants. On a des protocoles qui ont été établis sur à quel moment on met quelle dose. Donc voilà, on est mieux armé. Après, on ne peut pas encore dire s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant qui arrivera dans quelques mois. Ça, c'est pas possible. Ça ne semble pas être le cas. Les gens qui ont fait des formes mineures guéries du Covid, même s'ils sont restés épuisés pendant longtemps, avec cette sensation d'oppression pendant longtemps, parce qu'il y a cette espèce de difficulté à remplir ces poumons d'air. Enfin, c'est le sentiment qui est rapporté, la sensation qui est rapportée par les patients qui ont fait le Covid. Ça passe au bout de quelques semaines et on n'a pas l'air d'avoir de choses compliquées. Là où c'est plus dur, c'est quand en effet il y a eu des poumons très atteints et
on a de la fibrose en quelque sorte, hein, y compris les gestes de réanimation qu'on a dû faire pour sauver les patients sont eux aussi, ne sont pas des gestes anodins du tout, c'est quelque chose de très violent, hein, pour les patients, peuvent avoir aussi des conséquences. Alors, une question de Ourdia. Le Covid-19 prendra-t-il fin un jour? Bah, pas forcément, hein. Pas forcément. On a plein de virus qu'on a intégrés. C'est pas le premier coronavirus, hein. Il y en a d'autres qui sont apparus, qui nous ont donné des formes parfois graves, hein. SARS-CoV-1, c'était beaucoup moins virulent, mais c'était des pneumopathies très graves. Il y en a d'autres qui finalement venaient des rhumes. Voilà, vous avez peut-être vous-même fait déjà un coronavirus, mais pas celui-là, qui vous a donné une petite grippette et un rhume, et puis voilà, c'est tout, ça s'est passé, vous savez pas que vous l'avez fait. En fait, ce virus va peut-être s'intégrer dans le bol de virus hivernaux qu'on récupère chaque année, parce qu'on en a plein, hein. Il n'y a pas que la grippe. La grippe, on a un vaccin, et puis c'est une maladie qu'on connaît depuis longtemps, qui a fait beaucoup de morts, donc on y fait très attention. Ce coronavirus sera peut-être dans la même situation. La question sera aussi de la couverture vaccinale dès qu'on aura trouvé ce vaccin qu'on pourra développer. Mais c'est peut-être quelque chose qui va s'intégrer. Simplement, ce sera quand il y a un grand variant de la grippe, il y a des grandes épidémies. Voilà, on a parlé pendant toute cette période de la grippe espagnole, de la grippe asiatique, de la grippe de Hong Kong, qu'on fait beaucoup de morts parce que les populations n'étaient pas immunisées contre ces variants de la grippe. Aujourd'hui, le coronavirus a à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunisation collective. Les gens prennent de plein fouet une épidémie sans vaccination comme la grippe aujourd'hui, comme on a pour la grippe aujourd'hui. Donc évidemment, même si la létalité, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire c'est pas grave parce que ça fait pas mourir beaucoup de monde. Alors, ils ont superficiellement raison et totalement tort. La létalité de ce virus est en fait sûrement assez faible, et on aura sa létalité définitive quand on aura vraiment beaucoup de dénominateurs, parce qu'on ne teste pas encore de façon massive toute la planète, mais elle semble évoluer entre 0,3 et 0,5. Mais en fait, la létalité, ça ne veut rien dire quand on ne sait pas le nombre de patients contaminés. Si vous multipliez la population française par 0,5, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Voilà. Et donc, c'est grave. On peut pas, à chaque fois, je reviens là-dessus parce qu'à chaque fois, on n'est pas bien compris. Oui, ça peut être pour plein de gens une grippette. Oui, ce sont des gens plutôt déjà malades qui font des formes graves. C'est un petit pourcentage, mais multiplié par le nombre de patients parce qu'on n'est pas protégé, on n'est pas immunisé, ça peut être une catastrophe. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette situation parfois un peu surréaliste où dans la rue, on a l'impression que tout le monde va bien et pourtant on est en train de confiner, mais parce que dans les hôpitaux, ça va pas en fait. On reçoit beaucoup de patients et on peut pas les prendre en charge. Alors, une question de David qui dit « J'ai une question, avez-vous du matériel et du personnel soignant en plus après le premier confinement? La réanimation a-t-elle eu un lit supplémentaire ou des lits supplémentaires? En gros, avez-vous eu du soutien humain et logistique en retour d'expérience du confinement 1.0 ? Courage à vous tous. » Alors, on a eu du matériel supplémentaire. Déjà, on a plus d'équipements de protection individuelle, hein, des masques, des gants, voilà, des choses simples, parce que quand même, faut se rappeler qu'au début de la première vague de Covid, on manquait de tout. Je veux dire, on nous expliquait, il y a même eu des batailles dans les services, parce qu'on nous expliquait que les masques de protection FFP2 n'étaient pas utiles, qu'on pouvait prendre des chirurgicaux, que ça suffisait bien. On sait que non. Le masque chirurgical, c'est une protection collective, c'est-à-dire qu'on évite de se cracher dessus les uns les autres, mais c'est pas une protection individuelle. Si un patient Covid qui n'a pas de masque vient cracher sur votre masque chirurgical, il y a de fortes chances que vous puissiez contracter le Covid. Par contre, si c'est un masque FFP2, vous ne l'avez pas. Voilà, donc même ça, c'était très compliqué. On n'est plus dans cette situation, donc on a plus de matériel, encore heureux. Il y a eu même du matériel technique qui a été récupéré. Hein. Je discutais avec un collègue qui avait récupéré des échographes, des choses qu'on attendait depuis longtemps. Donc on a vraiment des choses. Par contre, le personnel, non. Le personnel, ça, ce serait sous toute réserve. Mais un de mes collègues expliquait que si on faisait le total du personnel en France aujourd'hui, on était en dessous de celui de mars. C'est-à-dire qu'on a plutôt perdu des gens parce que faut bien se mettre dans c'est pas que le personnel, les soignants vont lâcher la barre maintenant et dire on s'en fout. Mais individuellement, ça fait quand même
là, ça fait 2 ans que l'hôpital est en lutte pour dire arrêtez cette politique de casse, remettez des moyens à l'hôpital public. Non seulement on n'a pas été entendu, mais on a été très validé dans ce qu'on disait sur la période Covid. On s'est aperçu qu'en effet, on racontait pas des carabistouilles, quoi. La situation était grave. Ce personnel a pris cette vague de plein fouet. La sortie de confinement avec tous les patients qui s'étaient dégradés, on reprend le Covid aujourd'hui. Certains sont partis. Certains individuellement craquent. On a de la fatigue, on a du burn-out, on a de toute façon, pour certains, le sentiment que ça changera jamais. Ils ont tort. C'est-à-dire ça changera parce que, y compris, c'est la capacité de l'ensemble des Français à se rassembler, à porter cette idée qui va faire changer les choses à l'hôpital. Je suis pas du tout négatif là-dessus. Simplement, il faut pas être résigné, il faut pas accepter ces logiques de casse de l'hôpital public, ces logiques néolibérales qu'on subit depuis des années. Elles n'ont rien de fatal, elles sont faites par des hommes, malheureusement. Quelles que soient leurs étiquettes, on les a réunies et même depuis des années. Moi, je renonce pas à ce qu'à un moment donné, on se réveille collectivement et on change les choses. Mais dans les faits, beaucoup de soignants se sont résignés, certains sont partis faire autre chose, travailler dans d'autres services, en dehors de l'hôpital ou même des services plus horaires de bureau, entre guillemets, de l'hôpital, parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette pression permanente. Ça fait des années qu'ils la supportent et à un moment donné, ça craque. Et on a eu des recrutements, mais en fait, je reprenais l'exemple des hôpitaux parisiens, où leurs recrutements ont été compensés par autant de départs, et que finalement, le résultat est nul. Ça n'a pas bougé. Et donc, c'est ce que je disais en début de live, ce qu'il faut, c'est un véritable choc d'attractivité pour les soignants, c'est-à-dire changer de politique hospitalière, renouer des conditions de travail décentes, et c'est la première chose à faire, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler en courant partout tout le temps. Ça donne du burn-out. Donc, il faut redonner ça, et là, c'est les moyens financiers. Et puis, il faut un choc d'attractivité sur la profession. Payer les gens correctement, les inciter à revenir du privé pour le public. C'est des dizaines de milliers de soignants ces dernières années qui sont partis du secteur public du fait des conditions de travail et des revenus. Merci beaucoup Loïc Penn. On va peut-être arrêter ce live maintenant. Ouais. On aurait pu continuer encore longtemps, mais je sais que vous sortez de permanence, vous êtes très fatigué. Tu le sens que je me répète, en fait. C'est la fête. Oui, mais comme on a en permanence des gens qui nous rejoignent et qui posent des questions et que, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, il faut faire preuve de beaucoup d'explications et de pédagogie. Énormément de questions se posent. Et d'ailleurs, je vous invite tous ceux qui nous suivent, vous êtes nombreux, à vous abonner à cette page Facebook si vous voulez continuer à suivre nos informations en live et suivre les infos de l'Humanité, à vous abonner évidemment à l'Humanité en papier ou en version web. Et Loïc, on se donne rendez-vous très prochainement pour continuer à décrypter la situation et faire le point avec vous sur la situation sanitaire à l'hôpital. Et pour l'heure, je vous souhaite un bon repos pour après ces 24 heures de permanence. Et puis même si ça me fatigue de le faire, mais merci pour ces lives quand même, qui permettent aussi qu'on reparle de la situation de l'hôpital, parce que je trouve que c'est quand même la grande absente dans les discours gouvernementaux, quoi. C'est des fois où on a l'impression que tout est réglé, il n'y a rien qui est réglé, et il faut encore travailler à changer de politique hospitalière. Donc merci à vous Nicolas, merci à l'UMA. Merci Loïc et à très bientôt. Partagez cette vidéo si vous pensez que l'information doit circuler. Merci à tout le monde et à très bientôt.